Geneviève Fonsonnet. Bonjour Bertrand. Vous êtes agrégé de physique et de chimie et avez été reçu au concours d'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogie régionale. Durant les 27 années d'enseignement en lycée, vous êtes spécialisé dans la création de ressources et l'usage d'outils numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors j'ai commencé à travailler de façon très classique avec mes élèves. Lorsque le numérique est arrivé, par exemple avec des vidéoprojections, j'ai commencé à faire des ressources numériques très simples. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai entendu parler de la classe inversée, donc cela m'a intéressée. Et j'ai petit à petit intégré différentes ressources numériques. Donc j'ai créé des vidéos, j'ai une chaîne YouTube de vidéos. J'ai créé aussi beaucoup d'autres ressources et j'ai essayé d'explorer un petit peu les différents outils numériques que je pouvais utiliser en classe avec mes élèves. Donc j'ai vraiment intégré le numérique dans mon enseignement et tout cela depuis 10 ans avec de la mémorisation, de l'utilisation de quiz en classe. Enfin, c'était vraiment très varié. Vous êtes à l'origine de création de ressources. Ces ressources, de quoi s'agit-il exactement? Donc, comme je disais, des vidéos, et puis aussi des sites, enfin des jeux sérieux, par exemple Survive on Mars, auquel j'ai participé. Alors parlez-nous peut-être un petit peu de ce jeu sérieux, Survive on Mars, en quoi ça consiste? Alors c'est un jeu sérieux qui se passe sur Mars, dans lequel, avec une équipe de professeurs, notamment de professeurs de SVT, qui étaient à l'origine du projet, nous avons créé des missions. Et ces missions, en fait, étaient destinées à des élèves de seconde en relation avec le programme. Ils devaient se promener dans un espace numérique pour découvrir des indices et faire des missions réelles avec des expériences à mener en classe. Alors ces missions, en lien direct avec le programme de sciences physiques pour vous, de SVT, etc. Voilà. Puis d'autres matières qui sont venues s'agréger à ce projet. D'accord. À part ce jeu sérieux, vous avez fabriqué d'autres ressources? Oui, alors j'ai participé à la rédaction de manuels numériques et de manuels scolaires en général. Un site internet un petit peu en friche puisque je n'ai pas eu le temps de m'y consacrer entièrement. Et puis beaucoup de ressources, des QCM que j'ai mis en ligne. Dès que je produis, en fait, je partage sur les réseaux et sur les plateformes. C'est un travail solitaire, c'est un travail qui se fait en lien avec des collègues. Vous appuyez sur quoi pour constituer ces outils? Alors c'est un travail souvent collaboratif. Par exemple, la création de vidéos, ça a été personnel, mais la création de jeux sérieux, ça a été vraiment une collaboration. Et j'ai aussi participé à la création d'un MOOC à destination des élèves. Et là, c'était entièrement collaboratif. Nous étions 5 enseignantes de SVT et de physique-chimie. Et nous avons créé un MOOC pour aider les élèves de première ES et L, donc ça date un petit peu, pour réviser le bac de sciences. En novembre 2022, OpenAI dévoile ChatGPT. C'est un séisme dans la société et plus particulièrement dans l'éducation nationale. Vous avez été surprise? Alors oui, j'ai été surprise et cependant je connaissais déjà l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les apprentissages adaptatifs puisque pendant mes 3 dernières années d'enseignement, j'étais à mi-temps enseignante et à mi-temps chargée d'études au bureau de la formation à la DGESCO, formation des personnels d'enseignement et d'éducation. Et comme je m'occupais de l'organisation et le pilotage des séminaires du Programme national de formation et que j'avais en charge les séminaires autour de la pédagogie, j'avais connaissance du projet P2IA, donc partenariat de l'innovation en intelligence artificielle, qui étaient des solutions qui permettaient aux élèves de s'adapter en fait à leurs réponses avec l'intelligence artificielle. Donc il y avait des projets en français et en mathématiques, donc j'en avais connaissance. Mais c'est vrai que ChatGPT a été un séisme puisqu'on s'est rendu compte que ça allait avoir un énorme impact sur l'enseignement, le travail de l'enseignant, les élèves bien évidemment, et puis toute la communauté en général. Et vous avez fait quoi comme enseignante avec ce ChatGPT? Alors, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai été très curieuse, donc j'ai commencé à tester ChatGPT.
j'ai regardé à titre personnel ce que ça pouvait donner. Donc j'ai posé des questions à titre personnel, l'organisation d'un voyage, le menu de la semaine, enfin voilà, des choses très basiques. Et puis j'ai aussi testé pour mes enfants, parce qu'en fait j'ai voulu accompagner mes enfants dans leur révision, et donc j'ai demandé à ChatGPT par exemple en anglais de créer des petites phrases d'exercices pour aider la mémorisation et l'ancrage des notions. Comme je n'avais pas le niveau suffisant en anglais, j'ai demandé à ChatGPT de le faire, et là j'ai été surprise parce que ça marche très bien et c'est très pratique. Vous l'avez fait en anglais, vous l'avez fait dans d'autres disciplines? Oui, alors après, j'ai voulu le faire en physique-chimie. Alors là aussi, bon, c'est vrai que l'intelligence artificielle a aussi des hallucinations. Ah bon? C'est-à-dire qu'il propose parfois des réponses qui sont totalement en dehors du sujet, avec des erreurs. Mais avec mon regard d'experte, j'ai pu quand même, par exemple, créer des petits énoncés d'exercices. ChatGPT propose aussi la correction, si on lui demande. Il faut bien évidemment relire, vérifier, etc. Mais ça accompagne quand même la création de ressources d'une façon assez impressionnante. ChatGPT peut également vous proposer, selon la question que vous leur posez, des solutions utilisables pour le codage. Expliquez-nous. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. ChatGPT est très fort en codage. Donc, quel est l'intérêt pour un professeur d'avoir un outil fort en codage? Alors d'abord, comme le langage Python est arrivé dans les programmes de physique-chimie à la rentrée 2019 dès la classe de seconde, les professeurs ont dû se former, mais tout le monde n'est pas très fort. Donc on peut demander à ChatGPT de créer un code, et il va nous créer un code très simplement. Alors j'ai eu un autre exemple comme ça en tête. Je cherchais une courbe de décroissance radioactive du carbone 14, libre de droit, à intégrer dans une ressource que je créais. Et comme il n'y en avait pas, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire le code qui permettrait, à l'aide d'un outil qui code en Python, de me créer cette courbe. En l'espace d'1 minute, j'avais le code Python que j'ai intégré et j'ai eu une très belle courbe libre de droit. Que vous avez pu utiliser dans vos ressources, à l'intention des enseignants. Ah oui, bien sûr. Maintenant, vous êtes inspectrice. Parlez-vous de l'IA aux enseignants? Oui, alors c'est un sujet qui les questionne. Donc nous, en tant qu'inspecteurs, lorsqu'on les rencontre, soit pendant des formations, soit en rendez-vous de carrière, ce qu'on appelle les inspections, eh bien, ils me questionnent, ou moi, lorsque je parle des compétences numériques, des outils numériques que j'utilise, il m'arrive aussi de soulever la question de l'intelligence artificielle. C'est vrai que la plupart des enseignants sont méfiants parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser, ils ne connaissent pas bien l'intelligence artificielle, mais ils sont aussi intéressés de savoir comment l'utiliser. Il y a quand même aussi des enseignants qui sont très intéressés de savoir. Donc moi, j'en parle. Je leur explique des petits usages qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Et puis, je leur donne des noms d'outils que j'utilise personnellement. En résumé, quels sont, selon vous, les intérêts de l'intelligence artificielle pour les enseignants? Soyons très concrets. Alors, moi, je vois beaucoup d'intérêts. On sait que souvent, les enseignants refont des exercices, des évaluations pour leurs élèves. L'intelligence artificielle peut les accompagner dans la rédaction de sujets, de petits exercices, donner des exemples différenciés. Par exemple, s'ils veulent faire un sujet A, un sujet B, ils donnent leur sujet A. L'intelligence artificielle peut légèrement modifier des données pour faire un sujet B, mais aussi pour différencier selon le niveau de difficulté. On peut fournir un sujet donné et obtenir plusieurs niveaux de difficulté à donner aux élèves en fonction de leurs difficultés ou de leurs objectifs. Et là, on n'est pas loin de l'enseignement adaptatif. Tout à fait, mais c'est l'enseignant qui va pouvoir, bien évidemment, avec son regard expert, modifier, accepter ce que ChatGPT ou une autre intelligence artificielle lui propose. On peut aussi avoir des outils directement en ligne qui proposent de réaliser des quiz à partir d'un sujet et qui vont vous faire des petits exercices en ligne directement utilisables avec les élèves. Bien sûr, à chaque fois, l'enseignant a un regard à apporter aux propositions de l'intelligence artificielle. Ça, c'est indispensable. Mais ça va faciliter le travail, rendre le travail beaucoup plus rapide.
J'ai une autre utilisation, un outil que j'ai testé qui crée directement des ressources interactives à partir d'un cours. Et donc là, c'est sourcé. C'est le cours du professeur, il le fournit à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, après quelques minutes d'analyse, va traiter ce document et va le transformer en exercice interactif. Interactif, c'est-à-dire qui permet aux élèves de réagir et d'être en interaction permanente avec l'enseignant tout au long de cet exercice. C'est ça, et surtout aussi pouvoir directement vérifier qu'il a compris les notions. Il va avoir la rétroaction immédiatement. Et donc, ce genre de petits exercices peuvent vraiment servir pour les élèves en dehors de la classe, quand on veut vérifier qu'il a compris un cours qu'on vient de faire, ou dans la classe, quand en cours de formation, on veut vérifier les notions qu'il a apprises. Alors, pourtant, la première des réactions qui est apparue dans la presse et chez les enseignants, c'est « mais faire des devoirs à la maison, on ne sera même plus sûr que le devoir soit tout à fait celui de l'élève ». Oui, mais alors après, tout dépend du devoir qu'on donne. Effectivement, si on demande à un élève de faire une rédaction, il va être tenté d'utiliser ChatGPT, même si dans le cadre de la classe, il faut vraiment vérifier les conditions de protection des données, et donc là, il ne peut pas utiliser ChatGPT à titre personnel. Mais les élèves à la maison ne surveillent pas ce qu'ils font, donc ils peuvent se créer un compte et utiliser ChatGPT. Donc après, c'est à l'enseignant d'adapter le travail qu'il va donner aux élèves. Et donc, ça veut donc dire qu'on peut donner du travail à faire aux élèves, où en fait l'élève ne sera pas tenté d'utiliser ChatGPT ? Bah oui, par exemple, les exercices interactifs, là, il n'y a aucune raison qu'il utilise une intelligence artificielle pour répondre aux questions, puisque ça va dans le sens d'un travail un peu ludique. Voilà, par contre, c'est vrai que si on donne un travail de réflexion, il faut s'attendre à ce que les élèves s'aident de ChatGPT. On peut aussi demander aux élèves de réfléchir à un travail qui aurait été fait par l'intelligence artificielle. Et puis, la rédaction du prompt, c'est-à-dire la question qu'on pose à l'intelligence artificielle générative ou tout simplement un autre outil, est aussi intéressante. Ça peut être bien de former les élèves à bien rédiger le prompt. En résumé, l'IA est ici, ChatGPT est là. D'ailleurs, il y a des concurrents à ChatGPT en pagaille. Donc, l'outil est là. Il va falloir que l'on s'adapte à cette situation quand on est enseignant. Mais faut-il pas aussi que l'on soit formé ? Formez-vous les enseignants. Alors, c'est une réflexion que nous avons au sein de l'inspection pédagogique, puisque bien évidemment les enseignants sont demandeurs, il faut qu'on soit nous aptes à leur proposer des formations de qualité. Alors il en existe déjà en ligne, comme par exemple le très bon MOOC de FunMOOC sur l'intelligence artificielle, qui permet déjà de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, de démystifier et de comprendre comment elles sont créées et comment elles réagissent. Ensuite, dans les différentes académies, il y a des formations académiques, donc nous on réfléchit à les intégrer dans notre plan de formation académique. Oui, vous êtes en poste dans l'Académie de Lille, vous ? Oui, c'est ça, dans la région des Hauts-de-France. Il y a eu la publication l'année dernière d'un vade-mecum, d'un guide par la DNE. D'accord. Et puis, il y a d'autres ressources, comme par exemple le projet i40. On peut trouver un livre très intéressant qui explique l'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation. Après, il y a comprendre l'intelligence artificielle et savoir l'utiliser dans l'enseignement pour accompagner la création de ressources, par exemple. Bien sûr, après l'apprentissage adaptatif avec des logiciels spécialisés qui vont d'ailleurs être intégrés à l'enseignement de mathématiques et français à la rentrée pour les élèves de seconde. En résumé, l'inspection générale, les corps d'inspecteurs pédagogiques régionaux sont aujourd'hui intéressés, mobilisés par l'impact de l'intelligence artificielle dans l'éducation ? Oui, bien sûr, nous sommes tous mobilisés, intéressés et prêts à développer ces usages de façon raisonnée, bien évidemment, mais en toute intelligence. Une question quand même. Nombre d'enseignants se posent la question, relayée par des journalistes, relayée par un certain nombre de responsables, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le travail de l'enseignant demain ? Alors, je ne suis pas devin, mais je ne pense pas.
puisque à chaque fois que l'intelligence artificielle va intervenir dans le métier d'enseignant, c'est pour l'accompagner, l'aider, simplifier son travail, rendre les tâches fastidieuses, même si la créativité est intéressante, mais rendre ces tâches plus rapides, l'aider à différencier. C'est difficile de trouver parfois comment différencier. Bon, là, ça peut vraiment l'accompagner et il faudra toujours le regard de l'expert, du professionnel. L'enseignant est toujours nécessaire auprès des élèves. C'est plutôt dans la préparation des cours qu'il va pouvoir vraiment l'aider. Mais après, on aura toujours besoin d'enseignants pour accompagner nos élèves vers la réussite. Merci beaucoup, Geneviève Françonnet. Merci beaucoup, Claude Tran.